Attendez. Le fait que le rapporteur ait tenu à auditionner la société Extelia, prestataire de services sur le vote électronique, qui est pressenti pour mettre au point le système mouchard de la loi Hadopi 2, n'est pas pour nous rassurer. Il faut savoir que Extelia est le prestataire de services, notamment pour les votes électroniques en interne de l'UMP. Alors, je me suis référé à quelques articles les plus récents, puisque monsieur le rapporteur, un petit peu lâchement cet après-midi, dans une dépêche AFP, vous avez cru bon de faire référence aux pratiques internes du Parti socialiste. Et alors, qu'est-ce que je lis dans le point du 17 septembre 2009? Primaire, soupçon de triche à l'UMP. Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots, où j'aime aller quand je suis sur le littoral languedocien, en bon stéphanois. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, Christian Jean-Jean? Il y a eu tricherie. Je cite l'article. Il était candidat à la primaire de l'UMP pour les régionales en Languedoc-Roussillon. Il a assigné son parti devant le tribunal de grande instance de Paris. Avant l'été, il avait recueilli, lors d'un vote électronique, 21,5% des voix contre 35,4% à Raymond Coutel. Ce vote serait suspect tant il est facile de se procurer codes et mots de passe pour faire voter les électeurs virtuels. On parle bien du vote électronique. Canard enchaîné du 7 janvier 2009. Une information judiciaire a été ouverte à Paris le 8 décembre pour abus de confiance, faux et usage de faux et usurpation d'identité. Ancien conseiller de Paris, Alexandre Galdin, soupçonne son parti, l'UMP, d'avoir piraté le vote des militants en juin 2006 pour l'empêcher d'être élu délégué de circonscription de l'UMP dans le 15e arrondissement. Je savais que ça allait vous faire réagir, c'est bien. Mais c'est bien de parler un petit peu de l'UMP, non? Vous croyez pas? On parle du vote électronique. À l'appui de sa plainte, M. Galdin a communiqué un document fort instructif. Il s'agit d'un tableau établi par les responsables de l'UMP qui recense les codes secrets attribués à plusieurs dizaines de militants pour leur permettre de voter par Internet. En face, une case indique l'identité des militants dévoués qui ont voté à la place et à l'insu de leurs petits camarades. Dernière dépêche AFP, c'est la meilleure. Attendez. La dernière dépêche AFP, elle date du 9 janvier 2009 et elle concerne les primaires UMP. Les primaires UMP en Ile-de-France, ça vous intéresse? Ça intéresse Mme Pécresse, elle y a participé. Monsieur Carucci est interrogé. Dans un article du journal du Dimanche, le 11 janvier 2009, en particulier, le titre, c'est « Quand on me cherche, on me trouve ». On lui pose la question « Croyez-vous en la sincérité du scrutin ?» Et Roger Carucci répond « Je vais demander qu'on renonce au vote Internet pour cette primaire et qu'on organise un vote papier traditionnel. Le vote papier est plus visible, citoyen et sincère, il est incontestable. » Ça ne l'a pas empêché de perdre, Madame la Ministre. Alors voilà, 3 petits exemples de vote électronique. Et quand je vois qu'on veut confier, j'imagine qu'on veut confier à cette société prestataire de services, puisqu'elle a été la seule à être auditionnée par le rapporteur, éventuellement l'organisation des élections dans les universités, je m'inquiète un petit peu sur la fiabilité et la sécurité des votes qu'elle est en capacité d'organiser. Et puis, puisque je m'achemine vers la conclusion de mon intervention, rassurez-vous, on va venir à quelques propositions plutôt, vous savez, parce qu'on aime bien faire des propositions ou des contre-propositions. Je voulais quand même revenir d'un mot sur les propos qu'a tenus tout à l'heure Arnaud Robinet, puisqu'il commençait son intervention, si vous voulez un peu le parodier, en disant, bon, si la démocratie était un peu à l'image du taux de participation dans les universités, elle serait très affaiblie. J'ai plus retenu exactement le mot exact. J'ai envie un peu de lui répondre. Si la démocratie était à l'image du taux de participation aux élections législatives partielles, par exemple, elle serait aussi dans un sale état. Je ne parle pas de Jean-Frédéric Poisson, hier, qu'il a emporté de 5 voix. Il y avait 24% de participation. Je pense que Jean-Frédéric Poisson sera très content de pouvoir disposer de preuves irréfutables si jamais il y a contestation du vote, avec des papiers et des choses physiques, exactement, que d'avoir un vote électronique où on aurait eu la légitime suspicion pendant beaucoup de temps. Mais je pense aussi aux législatives partielles dans la Marne, monsieur le rapporteur, où je pense que quand on est élu avec une participation de 24%, c'est pas pour autant qu'on est la moitié d'un député. On est un député de la nation comme tous les autres. Et donc, je ne pense pas qu'il faille utiliser l'argument
du taux de participation pour disqualifier aujourd'hui la légitimité de ceux qui sont, élus avec 15%, 20% ou 25% des voix. Alors, puisqu'il faut maintenant conclure, et puisque je pense que ce débat est une bonne occasion de discuter de la démocratie étudiante, effectivement, regardons comment nous pouvons la vivifier ensemble. Comment on peut effectivement augmenter ce taux de participation, qui est un problème spécifique des étudiants. On ne le retrouve pas chez les enseignants-chercheurs, ni chez les personnels techniques ou administratifs. On a plutôt des taux de participation de 50, 60 ou 75%. Bon, il y a un problème de participation étudiante. Nous faisons simplement 6 propositions très concrètes pour aujourd'hui permettre d'améliorer la démocratie étudiante. La première, elle rejoint la conclusion du rapport d'Arnaud Robinet, c'est effectivement de généraliser l'envoi des professions de foi par courrier, ce qui s'est fait avec efficacité à l'IEP de Paris, à Bordeaux 3 et à Orléans, où on a pu s'apercevoir que l'envoi de ces professions de foi permettait une augmentation du taux de participation. Deuxième proposition, c'est d'appliquer une application effective de la garantie de pluralité d'expression des syndicats et des organisations étudiantes. C'est notamment toute la question de l'application du décret électoral. Madame la ministre y a fait allusion tout à l'heure, ce décret électoral n'est pas aujourd'hui respecté par tous les présidents d'université. Petite minorité de présidents d'université, je m'empresse de le dire, et elle a fait allusion effectivement à une dizaine de contentieux qui ont été recensés lors des dernières élections universitaires. Mais aujourd'hui, la question c'est comment on fait pour respecter l'application de ce décret électoral à la lettre. Troisième proposition, eh bien tout simplement mettre en place une campagne nationale de communication, de sensibilisation avant les scrutins dans les universités. Je pense que ça c'est plutôt de la responsabilité du ministère, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'organiser cet appel à voter. Et puis il faut aussi qu'à côté de la campagne nationale, il y ait aussi une campagne au niveau local. Et ça veut dire aussi de permettre aux organisations qui sont candidates ou aux syndicats qui sont candidats à ces élections, eh bien, de pouvoir mener une véritable campagne électorale sur les campus, c'est-à-dire des débats, des confrontations. Les confrontations démocratiques, c'est très noble. Et donc, je pense qu'il y a matière à amélioration de ce côté-là. Cinquième proposition, c'est d'améliorer le fonctionnement des commissions électorales avec un souci d'une meilleure représentation des étudiants en leur sein afin de décider de changements concrets et concertés. Par exemple, il serait très facile, dans ces commissions électorales, de dire on augmente le nombre de bureaux de vote dans les universités. On réfléchit à leur meilleur emplacement. On réfléchit à une meilleure amplitude horaire du vote. On réfléchit à une durée des opérations électorales sur plusieurs jours, éventuellement, puisqu'on sait que les étudiants ne sont pas, de par leurs emplois du temps, présents sur les universités tout au long de la semaine. Donc, concrètement, il y a des possibilités d'améliorer le processus électoral et la participation au sein de ces commissions électorales. Nous demandons en outre, si cette proposition de loi entre un jour en vigueur, que la décision de choisir entre la procédure de vote papier et la procédure de vote électronique se fasse au sein de cette commission électorale et ne soit pas concentrée dans les seules mains du président d'université ou du directeur d'établissement, comme semble l'indiquer le rapporteur dans son texte. De même, nous souhaiterions demander, si le système de vote électronique est retenu, que des bureaux de vote physiques, comme les espaces numériques de travail, soient systématiquement proposés aux étudiants le jour du vote. Enfin, et nous le proposerons tout à l'heure par voie d'amendement, nous souhaitons une juste représentation, ou plutôt le retour à une juste représentation des étudiants dans les conseils d'administration des universités. Si l'on veut motiver les étudiants à voter pour ces conseils, lors de ces élections à ces conseils, il faut qu'ils sentent qu'ils sont représentés à hauteur de ce qu'ils représentent réellement. Or, comme vous le savez, depuis la loi LRU, dans un conseil d'administration de 20 membres, les personnalités extérieures nommées sont surreprésentées, tandis que certaines catégories de personnel et les étudiants sont sous-représentés. L'article 7 de la loi LRU, ça avait été l'objet de discussions et de débats, assez long, Madame la Ministre, précise la composition du conseil d'administration, et aujourd'hui, ces étudiants sont proportionnellement moins représentés. Alors, et je vais en conclure, et je suis dans les temps,
Mais je peux encore tenir 1 minute 30, a priori, sans problème. Voilà. Madame la ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, si cette proposition de loi sortie de nulle part partait d'un bon sentiment, elle offre une mauvaise solution. Elle est fondée sur des présupposés erronés. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. La demande du groupe socialiste, radical et citoyen est donc claire. Lorsqu'un texte est bâclé, qu'il n'est pas à la hauteur de la crise dans nos universités, qu'il est techniquement bancal et dangereux pour l'intégrité des scrutins dans les établissements publics, à caractère culturel, scientifique et professionnel, il n'y a qu'une chose à faire, le retirer. C'est pourquoi je vous invite à voter cette motion de rejet préalable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Juanico.